Évidemment, nous ne serions pas là, tous autant que nous sommes, pardon, s'il n'y avait pas eu une première génération, une première dynamique qui a permis à la fois d'installer ce leadership français qui nous amène aujourd'hui à 10% de SAU en biologique. Et ça, pour ça, il faut bien qu'il y ait des hommes et des femmes qui portent, mènent ces projets, y compris dans une première phase de pionniers, de réels pionniers. Et on a souhaité aujourd'hui rassembler cette table ronde, là aussi avec des regards différents, mais une expérience partagée autour de bio et agroécologie. Donc on va se consacrer maintenant à vue des champs, cette question, ces périmètres, ces enjeux aussi pour l'avenir, quels sont-ils? Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir donc Sandrine Faucou, Audrey Bourrolo, Félix Noblia et Raoul Le Turc, que j'invite à me rejoindre sur scène s'il vous plaît, et vous pouvez les applaudir. Merci beaucoup, merci particulièrement, j'allais dire, d'avoir pris le temps ce matin de venir et de participer à cette table ronde. Finalement, ce qu'on va chercher à comprendre dans ce moment particulier, ça a été précisé en introduction, et je pense que les enjeux aussi, en tout cas du point de vue de la connaissance, ont été là aussi précisés dans la table ronde précédente. Mais ce qui va nous intéresser là, c'est d'abord comprendre votre histoire avec le bio, et puis les questions, les enjeux, les interrogations, les convictions aussi que vous portez aujourd'hui et qui vous habitent à un moment où, tous autant que vous êtes, vous pilotez des sites de production. Et un site de production, alors c'est à la fois un système biologique, humain, mais c'est aussi et avant tout une entreprise, au sens où ça a des contraintes économiques, de perspectives, de transmission aussi parfois. Donc c'est ces points-là qu'on a envie de pouvoir aborder avec vous de manière à mieux les comprendre. Je vais me tourner d'abord vers vous, Monsieur Le Turc, pour comprendre en quelques mots, d'abord, si vous pouvez nous brosser votre histoire avec le bio, votre histoire tout court et votre histoire avec le bio, et puis qu'on puisse justement passer un petit peu de temps sur, vu de votre fenêtre et riche de cette expérience, de pouvoir comprendre les enjeux, encore une fois, que vous voyez, les questions, les besoins aussi que vous pourriez exprimer, de manière à se projeter sereinement et avec ambition dans une agriculture dans 10 ans. Merci, bonjour à tous. Alors, comme je suis le plus jeune de l'étape, je commence. Alors, moi, je viens de l'agriculture conventionnelle. Hein. Ma formation s'est faite à Amiens, à côté d'Amiens, puisque je viens de Picardie. La ferme est en Picardie. Et donc, pendant 20 ans, j'étais agriculteur conventionnel, classique. Avec la recherche, j'ai fait partie, je m'honore de la... je m'honore, c'est un jeu de mots, du club des 100 quintaux, quoi, la recherche de productivité pour être efficace, notamment au niveau économique. Et je me suis rendu compte, au bout de quelques temps, que ce que j'appelais les phytosanitaires avait un impact très conséquent, pour ne pas dire pire, tout d'abord sur la faune. J'ai des origines rurales, donc à l'époque je chassais et je voyais disparaître notamment pour moi quelque chose qui est emblématique des zones agricoles que nous avons en région, hein, qui s'appelle la perdrix grise, et je m'interrogeais sur pourquoi cette évolution. Donc avec 2 produits chimiques distincts, j'ai pu voir, on a fait analyser, on a retrouvé des cadavres et là je me suis dit mais attends, j'utilise ce type de produit, c'est quand même une vraie problématique. Et ensuite, en utilisant une protection de semences que je ne nommerai pas, j'ai eu ce qu'on appelle des paralysies faciales. Et là, à partir de ce moment, en demandant à la coopérative, j'étais administrateur, donc ça a aidé un peu, à ce qu'on rencontre le laboratoire qui avait fabriqué ce produit, ce qui nous explique pourquoi, qu'est-ce qui se passait. Et là, il y a eu un terme qui nous a fait bouger complètement. Il a utilisé un terme qui s'appelait sensation faciale subjective. Alors, il faut savoir que là où j'habite, on est à 30 km de l'un des plus grands centres psychiatriques de France, Fidjam. Et là, je me suis dit, non, mais attends, je ne suis pas fou, je ne pense pas encore. Et donc, en rentrant le soir avec mon épouse, ça faisait déjà un petit peu quelques temps qu'on s'interrogeait, on a aussi 4 enfants, on s'interrogeait sur l'odeur sur les habits, ces soucis-là. Et avec mon épouse, le soir, on se dit, c'est pas possible, on continue pas dans cette agriculture.
nous ne connaissions absolument pas un autre modèle. Et donc, on avait bien entendu parler de la protection intégrée, mais ça ne nous allait pas. Et donc, on s'est dit, on va se passer de ces produits et on va s'interroger, on va regarder ce qu'on peut faire et on y va. Donc ça, on a commencé le passage en agriculture il y a 23 ans. Et là, j'ai reproduit ce que je savais faire. Et au bout de quelques années, dans le mur, l'impasse, c'est-à-dire que j'ai mes voisins qui commencent à me dire « Raoul, t'es gentil, mais tu as des plantes, là, nous on appelle ça des mauvaises herbes. Puis tes mauvaises herbes, ça s'envole, ça vient sur nos champs. Donc il faut vraiment que tu réagisses parce que là… » Et donc on s'est dit ouais, il faut vraiment qu'on change. Donc on a introduit la luzerne. Puis moi j'avais toujours au fond de ma réflexion, j'avais été en technique culturelle simplifiée dans les années où j'étais conventionnel. Et je me suis dit non mais de toute façon il y a un souci, c'est-à-dire que on voit bien que nos sols ne fonctionnent pas bien. Et puis de l'autre, alors je ne pouvais pas introduire les animaux. Pourquoi ? Il faut savoir que 10 ans avant le passage en bio, on avait été à la commission de Bruxelles qui nous avait expliqué, vous savez messieurs, je les remercie encore, messieurs, votre modèle agricole, pour changer, il va changer. Et d'ailleurs, les aides qu'on va vous apporter, elles vont changer aussi radicalement. Donc, on vous donne un conseil, diversifiez-vous. Et en rentrant à la maison, on sortait, juste pour la petite histoire, d'une crise porcine. Et là, on s'est dit, tiens, on avait déjà un petit projet éventuel, mais loin. On étudiait une quarantaine de productions potentielles différentes en CETA à l'époque. Et là, on s'est dit, on y va. Donc, on s'est lancé dans la pension pour chiens et chats. C'est-à-dire sortir du système agricole pour se dire au moins on aura des revenus extérieurs qui ne sont pas sensibles à la climatologie, à mes imperfections agricoles parce que je n'ai pas encore tout compris de la bio et du coup par moments ça ne va pas très bien. Donc voilà, donc ce qui fait que je reviens au fait que sur notre exploitation, du coup on est obligé de la faire fonctionner sans animaux. Le sol, du coup, revêt encore une place plus importante encore parce qu'il faut qu'on arrive à trouver la capacité pour ce sol à finalement nourrir les plantes que l'on met en place. Et donc, voilà, l'agriculture de conservation, et je pourrais vous dire tout à l'heure un peu le résultat où on en est arrivé, mais aussi, comme on s'éloignait des produits chimiques, on s'est dit, mais au fait, si on ne veut pas être très fragile, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on fait une analyse sur nos produits, il y a des produits chimiques dessus, donc on est déclassé. On a installé 3 km de bandes enherbées et de haies pour essayer d'isoler nos parcelles de nos collègues. On a réussi à en faire rentrer encore 2 km via et les chasseurs et la direction départementale de l'équipement de l'époque. Et puis en même temps, je me suis dit, il faut qu'on améliore cet environnement parce que, et ça c'était inspiré du travail en TCS en cherchant à aller vers le semi-direct. Le problème limace, comment je m'en sors ? Et donc, on a installé 5 km de bandes enherbées, notamment pour permettre des espèces qui s'appellent les carabidés, de pouvoir un peu faire le travail dans les parcelles. Et on a relancé l'agroforesterie ensuite, quelques années plus tard, en intraparcellaire. Et je suis aujourd'hui, pour un peu conclure, donc je dois en être donc mon agriculture biologique n'est toujours pas finalisée, c'est loin s'en faut. Je dois en être au 4e ou 5e modèle utilisé. Ça va de la biodynamie, donc utiliser l'agroforesterie, l'agriculture de conservation, l'agriculture régénérative ces derniers temps. Et là, je rejoins Marc-André, c'est l'utilisation des bactéries à partir des plantes de la maison, machin. Bon, toujours est-il qu'aujourd'hui, je me dis que l'agriculture biologique, c'est quand même une agriculture écologique par excellence, qui est un laboratoire permanent d'innovation, avec un élément que j'avais retenu. On fait de la recherche et développement en agriculture quand on passe en bio. Et je pense que ça, c'est un conseil qu'on peut donner à toutes les agricultures, de faire un peu de recherche et développement, mais de manière ciblée et ne mettant pas en cause tout le système agricole au niveau économique, parce qu'on est très vite rattrapé. Nos amis de la banque nous le rappellent le cas échéant. Et donc, sur cette recherche et développement, on continue à essayer de traduire cela. Mais de nouveaux défis sont devant nous. Il y en avait certains qui étaient déjà là, mais le changement climatique, la biodiversité, les relations au travail, le social et le sociétal. Et aujourd'hui, moi, je dirais que ce que je retiens de cette expérience, nous sommes un laboratoire en continu d'innovation,
d'amélioration continue parce que l'agriculture biologique n'est pas figée. Celle de demain sera différente de celle d'aujourd'hui. Et donc, moi, j'ai participé justement à la construction de Biocohérence. Hein. Je ne voudrais pas qu'ici, ça interpelle l'agence ou ça la gêne, mais j'ai travaillé avec la FNAB sur le label FNAB qui intègre la biodiversité d'une manière beaucoup plus forte. Et maintenant, il faut qu'on y mette aussi le climat. Les briques vont arriver parce qu'on doit aller encore plus loin, c'est évident. Merci beaucoup, merci Raoul. Donc, vous le voyez, ce qui est interpellant dans votre histoire, c'est bien ce questionnement continu, finalement, depuis 25 ans, sur une question de progrès, motivé d'abord par des craintes aussi, hein, des préoccupations santé tout à fait justifiées, évidemment, et puis petit à petit, le fait de pouvoir considérer à la fois le bio comme un aboutissement de ces démarches-là, et en même temps quelque chose qui n'est pas du tout statique et qu'il faut continuer à investir. Avant qu'on revienne vers vous, Raoul, je voudrais passer la parole à Sandrine Foucault. Sandrine, vous avez donc une trajectoire alors, qui est différente. Vous êtes aujourd'hui administratrice au sein de l'agence bio. Votre expérience, là aussi, en quelques mots, peut-être en comparaison aussi avec celle de Raoul, du bio des bio, et puis peut-être une réaction sur ce cheminement, et puis cette mise en perspective des enjeux pour la suite autour du bio. Alors, à la différence de Raoul, moi, je suis tombée dans une famille qui est passée en agriculture biologique au tout début des années 80, donc à une époque où, en fait, on ne se disait pas agriculteur bio. D'abord, on était agriculteur. D'abord, je me considère prioritairement, je suis agricultrice. Et mes parents ont choisi l'agriculture biologique parce qu'en fait, produisant de l'alimentation, et vu la responsabilité qu'il y a vis-à-vis du consommateur, c'était normal, c'était vraiment sensé, voilà, ça donnait du sens de produire en ne pas utilisant de produits phyto. Et précédemment, mon papa faisait du melon, qui est une production qui utilise quand même pas mal de choses. Et vis-à-vis de la responsabilité du consommateur, il se sentait il voulait plus continuer comme ça. Donc, il a fait le choix d'aller vers un modèle d'agriculture qui n'était pas du tout soutenu, qui n'était pas du tout regardé très positivement par les agriculteurs dits conventionnels. Et derrière toutes ces pratiques, il ne fallait pas oublier, puis il ne faut toujours pas oublier que derrière, il faut que l'agriculteur il en vive. Donc en fait, l'agriculteur, il est pris devant la nécessité économique d'avoir un rendu et voilà, des fins de mois convenables. Et en même temps, le soin qu'il va accorder, qu'il va mettre pour produire de manière transparente, sans filet parfois. Puis il faut rappeler aussi que quand on est paysan, alors on expérimente, mais surtout que dans la vraie vie, on expérimente tous les jours parce que, par exemple, on le voit vis-à-vis du changement, enfin des modifications climatiques, on n'est jamais devant le même scénario. Donc il faut sans cesse s'adapter. Et d'abord, quand on est agriculteur, on investit, on fait le travail, on prend soin de faire les choses comme il faut, dans un cadre donné, mais on ne connaît pas le résultat. On est au gré de tous les vents, de tous les temps. Voilà, une grêle, une sécheresse. Donc, on est devant une prise de risque qui est énorme. Mais du coup, pour revenir à l'agence bio, le hashtag bioréflexe pour nous, pour la planète, pour moi, il prend vraiment tout son sens par rapport à l'écosystème dans lequel on est. Et les premiers bio, si on se rappelle bien, ils étaient orientés vers le circuit court. Et le consommateur, en fait, l'agriculteur s'incluait dans le système et incluait le consommateur. Ça se faisait main dans la main. Il y avait un échange, il y avait justement de la pédagogie qui était apportée. Et aujourd'hui, on a tellement tendance à tout segmenter qu'on a peut-être un peu oublié de se parler les uns les autres. Monsieur Sellos le rappelait tout à l'heure. Enfin, il y a vraiment un besoin très important de pédagogie du biberon à la retraite. Ce que je voulais rappeler aussi, c'est que l'agriculture bio, c'est un label qui est reconnu par l'État aux côtés des autres labels, que sont les IGP, Label Rouge, AOC, STG. Réglementé, et le pavé de 300 pages de réglementation couvre bien la production, comme ça a été dit par monsieur Pillet. Il y a bien la production, il y a la transformation, la distribution. On est vraiment sur des précisions, sur un cadre large qui vont du sol, de la fourche jusqu'à la fourchette. Donc la bio
encercle bien, embrasse vraiment bien tout l'itinéraire du produit qui peut être fait de la terre à la bouche. Et en ça, pour moi, avec cette garantie de pratique, de principe et ce suivi, les contrôles qu'il y a à tous ces moments de l'élaboration du produit, c'est vraiment le système qui est le plus abouti en fait. On n'est pas sur une labellisation qu'à un stade ou qu'à un autre. Donc voilà, je pense que c'est vraiment le modèle le plus abouti. Après, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur la partie expérimentation, c'est vrai qu'aujourd'hui, la bio définit un cadre, des principes, précise des pratiques, mais on a toujours besoin d'expérimenter, on a toujours besoin d'être dans la recherche, on est dans quelque chose de vivant, qui bouge par définition. Donc, on a besoin toujours de nouvelles solutions, mais en fait, d'être dans le mouvement, d'être dans le bon pas de temps. Voilà, c'est pas du tout figé. Et c'est peut-être pas rassurant pour certains, mais en tous les cas, c'est accepter de vivre avec des choses qui sont vivantes et de prendre des risques au quotidien. Merci beaucoup. Donc, vos deux histoires, alors j'allais dire, vous êtes plutôt tombée dedans en étant petite, d'ores et déjà, et pour autant, effectivement, vous insistez sur le fait que c'est quelque chose qui est à inventer, à réinventer tous les jours, et c'est aussi, ça représente une prise de risque tous les jours, et du coup, ça sollicite cette fibre entrepreneuriale finalement des fermiers, des exploitants dans cette prise de risque. Peut-être pour compléter, c'est aussi le mode de production dont on peut mesurer les effets, dont on sait qu'ils sont positifs et qui sont mesurables à la fois sur les sols, à la fois sur les ressources, la qualité de l'eau, sur la santé humaine. Il y a des études, je pense au travail qui a été mené par Denis Léron, Nutrinet, qui permet vraiment de montrer que les produits bio sont meilleurs pour la santé et aussi pour le bien-être, enfin, sont aussi positifs pour le bien-être animal. Donc, on est sur quelque chose où on a des points qu'on identifie, qu'on peut mesurer, on a des résultats, on connaît les résultats. Donc, c'est aussi une agriculture qui est en capacité de montrer, de justifier ce qu'elle fait. D'accord, donc un impact positif à 360 degrés, j'allais dire, dans l'écosystème, chez les consommateurs, dans les écosystèmes même économiques que ça génère, et une base solide, contrôlée, définie, qui permet bien de cadrer ces éléments-là. Je voudrais vous passer la balle, du coup, Audrey. Vous êtes donc cofondatrice d'Hectare, peut-être nous en dire un petit mot dessus, mais là, on a deux itinéraires, alors j'allais dire de la découverte ou de la construction, de la reconstruction du bio par l'expérience et par le fait de chercher à répondre aux défis très concrets sur les exploitations, ou le fait de tomber dedans, encore une fois, en étant petit, mais à pousser les frontières, pousser les murs pour bien le comprendre. Vous, votre axe, il est forcément un peu différent. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Et puis notamment dans cette création d'Hectare, l'intention de diffusion, j'imagine, autour de ces principes-là. Oui, Hectare a pour vocation de relever le défi du renouvellement des générations et d'attirer des talents face aux reprises de fermes et aux défis qui nous attendent. 160 000 fermes à reprendre d'ici 5 ans en France. Et en fait, on a 3 points d'accompagnement dans les chemins de transition vers l'agroécologie ou la bio. La première chose, c'est de trouver des modèles économiques pour accompagner ces chemins de transition et cette prise de risque. On voit bien qu'on tâtonne, que c'est des chemins à chaque fois particuliers. Et en fait, on a construit notre histoire agricole sur une économie un peu standardisée. On a massifié des flux et des infrastructures. Et dans les champs, on voit bien que tout à l'heure, la solution à la transition agroécologique, c'est la diversification, donc la diversité. Et qu'aujourd'hui, nos infrastructures n'ont pas été pensées pour accueillir cette diversité des champs. Et donc moi, je questionne l'investissement dans des structurations territoriales de collecte, de travail du grain. Certes, l'histoire de la bio, c'est un peu construit sur la vente directe, mais on voit bien que tous les agriculteurs, dans leur temps, et quand on met du vrai coût de travail dans nos modèles économiques, eh bien, ça demande aussi un certain temps. Donc, il faut réinvestir dans des infrastructures de territoire, dans la logistique, le stockage, le travail du grain. Et donc, ça, c'est extrêmement important. Les projets alimentaires territoriaux peuvent être une voie, et donc il va falloir se réemparer de ces infrastructures-là, puisque l'agriculteur dans les champs ne pourra pas s'en sortir sans une vraie approche sur toute la chaîne de valeur.
Le deuxième point, c'est la rémunération dite des externalités positives. Tout le monde en parle, il y a eu l'agence de l'eau avant, on tâtonne tous. Moi, je suis extrêmement préoccupée dans les chemins de transition de ce qu'on fait en ce moment avec le carbone. Tout le monde va vers l'agriculture dite régénérative, où la bio, demain, a une valorisation, on l'a vu marcher, mais qui est questionnée aujourd'hui dans sa structuration. La structuration des filières carbone qu'on est en train de faire ne couvre pas le coût des pratiques dans les champs. Aujourd'hui, on vend un eurotonne carbone qui ne couvre pas une bonne couverture des sols, qui ne couvrir... Et donc, on est encore en train collectivement de fragiliser une nouvelle filière qui pouvait ramener de la valeur sur nos fermes. On n'a pas un État exemplaire dans ses compensations de crédit carbone. On n'a pas des entreprises françaises exemplaires dans le coût du crédit carbone. Donc ça, moi, je questionne ça parce que tout le monde nous parle de carbon farming en bon français, nous dit qu'il faut réinvestir dans des couvertures des sols. Un agriculteur qui fait bien de la couverture des sols ne sera pas couvert au coût du carbone aujourd'hui. Donc c'est vraiment pour moi un signal d'alerte. On a énormément de jeunes entrepreneurs qui se mettent sur des startups de vente de carbone et c'est très, très, très fragile. On n'a pas non plus encore trouvé de système magique sur l'eau, on a des mesures d'accompagnement, hein, des MAEC dans notre jargon agricole, mais on voit bien que cette valorisation des externalités positives est encore questionnée. Donc crédit carbone, crédit nature, crédit biodiversité, il y a des tendances qui se passent dans d'autres pays. Et le dernier et troisième point, c'est celui du financement et des compétences. Nous, avec Hectare, on a accompagné un peu plus de 70 nouveaux entrants et 30 filles ou fils d'agriculteurs qui voulaient pivoter l'an passé. Et on voit bien qu'on va avoir un énorme sujet de financement de ces nouveaux entrants. On sort d'un modèle historique où on a vu plutôt une transmission familiale avec un foncier qui s'est transmis sans valorisation des modèles économiques qui tournent sur nos fermes. Qui va faire le portage du foncier ? Qui va accompagner ces compétences de transition. Et on le voit aussi, ça a été dit, nous on a un site pilote sur lequel on communique peu puisqu'on est en prise de risque totale. On essaye de faire de la bio et de la limitation du travail du sol, ce qui s'appelle l'ABC. C'est très exploratoire et on voit que cette solution-là nécessite de remettre de l'élevage, on parlait tout à l'heure de l'apport de l'animal, dans des zones où on est en Île-de-France où il a totalement disparu. On n'a plus un veto rural à moins de 2h30. On n'a plus d'outils de transformation à moins de 3 heures. Et donc, une compétence qui fait que l'installation, c'est être céréalier, maîtriser un système pâturant de l'animal, maîtriser sa commercialisation, peut-être demain faire des énergies vertes sur sa ferme pour ramener de la robustesse. Donc, on voit que les compétences et le financement pour les nouveaux entrants va être extrêmement élevé. Donc, voilà, c'est ces 3 champs. C'est territorialiser les outils de production, investir dans le financement et dans les compétences et valoriser les externalités positives. Donc on voit qu'on a tous un rôle à jouer selon où on se situe dans cette chaîne de valeur. Alors, avant qu'on tire le fil d'un certain nombre de points, la balle est trop belle pour que je ne la passe pas à Félix, donc Félix Noblia, avec la question de dire, alors la même, ton histoire avec le bio ou la bio, et notamment les éléments de réponse, ou en tout cas d'expérimentation dans un modèle qui est le tien aujourd'hui, face aux défis qui ont été rappelés, aux enjeux de complexité qui ont été rappelés par Audrey à l'instant. Est-ce que maintenant, nous, on se définit comme agriculteurs bio ? Est-ce que les agriculteurs en bio se définissent comme agriculteurs bio ? Et en fait, pourquoi est-ce qu'un agriculteur normal, c'est un agriculteur conventionnel en fait ? Et ça c'est vraiment un biais cognitif qui est important. C'est toujours au bio de se justifier d'être bio. Alors qu'en fait, c'est juste, non, on fait les choses le mieux possible. Voilà, on paye nous-mêmes notre contrôle. C'est quand même des choses qui sont un peu aberrantes. Et donc, c'est la bio. Et pourquoi moi je suis en bio ? Parce que j'ai eu un parcours conventionnel aussi. Et cette histoire des enfants, en fait, a beaucoup joué. Tu es là, tu vois naître tes enfants, tu as tes habits qui sont farcis de pesticides, et tu te dis, putain, en fait j'ai deux autres voisins aussi qui ont déclenché des cancers en même temps. Ça n'a rien à voir, vous inquiétez pas, voilà. Sauf qu'il y en a un qui est mort en 6 mois, mais ça n'a rien à voir. Ils sont agriculteurs, bien évidemment. Et du coup, tu te dis, j'ai du coup 30 ans à l'époque. Voilà, comment j'imagine ma vie, comment j'imagine mon futur. Ça serait con de quand même pas arriver à la retraite, quoi. Enfin, de toute façon, je ne serai jamais à la retraite, mais parce que j'aime trop travailler, mais c'est pas le même problème. Voilà. Et du coup, là, grosse prise de conscience, et donc je me suis dit, ce que j'arrive à faire en conventionnel, il faut que j'arrive à le faire en bio. Donc c'était un modèle d'agroécologie, c'est comment est-ce que je transpose ce modèle d'agroécologie en agriculture biologique pour que ça devienne un modèle d'agriculture biologique, agroécologique. Et donc cet aspect santé, en fait, il est déterminant
Et je pense qu'il ne faut surtout pas qu'on oublie ce que c'est la bio. Et la bio, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a un cahier des charges, on a des contrôles qui justifient, qui prouvent qu'on amène de la santé, enfin en tout cas qu'on n'amène pas du poison dans les assiettes. Même si, bien évidemment, ça n'a rien à voir. Mais bon, voilà. Du coup, le deuxième aspect, c'est les questions de nutrition. C'est aujourd'hui, il y a quand même des études qui commencent à prouver le lien entre la qualité d'un sol et la qualité des produits qui poussent dessus. En termes d'antioxydants, en termes de disponibilité en oligo-éléments. Ça, c'est quand même un point assez important. Et donc, en bio, qu'est-ce qu'on fait? On fertilise avec de l'organique. On ne fertilise pas avec du NPK chimique. Et du coup, cette fertilité organique, elle a un spectre minéral qui permet aux plantes et à la biologie de mobiliser un certain nombre d'éléments minéraux qui fait qu'on a des plantes qui sont globalement en meilleure santé et donc, du coup, plus riches en tout un tas de trucs. Bien évidemment, c'est ce que vous avez tous soulevé, c'est la complexité de ces nouveaux modèles. Ces modèles qui veulent préserver les sols, qui veulent faire l'agriculture régénérative en bio. Alors, un agriculteur que j'apprécie beaucoup, qui est un peu plus vieux que toi, même si tu es encore très jeune, mais qui lui a déjà passé le cap de la retraite et tout ça, qui me disait, moi j'ai toujours, dans ma vie, eu 3 productions. Alors c'est super chiant d'avoir 3 productions, mais il y en a toujours une qui merde et tu sais jamais laquelle ça va être. Soit par un contexte économique, soit voilà. Et en fait, la résilience des systèmes et des exploitations agricoles, c'est ça. Et le bio, ça devrait être ça. Et donc, ça soulève les questions, Audrey, qui sont sous-jacentes. C'est comment est-ce que tu remets de l'élevage partout? Parce qu'en fait, on voit, dès qu'on vire l'élevage, on crée du désert. C'est assez... les liens sont assez directs. Et donc, comment est-ce qu'on relance les cycles? Comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte d'avoir des champignons dans les sols et des mycorhizes qui vont être ultra puissantes et qui vont permettre de travailler sur des volants d'autofertilité et tout ça? Petit clin d'œil à Marc-André, mais ces questions de mycorhizes et de champignons, dès qu'on commence à mettre un peu trop de phosphate, dès qu'on commence à mettre un peu trop d'engrais, dès qu'on commence à mettre un peu trop de fongicides, tout de suite, on n'arrive jamais à avoir les équilibres qu'il faut pour qu'elles nous rendent le service écosystémique qu'il faut. Comment est-ce qu'on arrive à arriver au bénéfice de la prairie permanente, écosystémique, je veux dire, sur des systèmes grande culture? L'enjeu, il est là. Et donc, comment est-ce que la bio va encore progresser? Parce que vous inquiétez pas, et si on mettait on parlait de crédit, de quantité de recherche, de sous qui sont mis dans la recherche, mais si on commençait vraiment à mettre l'argent qu'il faut dans la recherche, imaginons, là, c'est 0,5% qui manque, là. Si on commençait à le mettre que sur la recherche en bio, la vitesse à laquelle on progresserait, parce qu'on en a besoin encore de continuer. Mais comment est-ce qu'on arrive à développer des systèmes de strip-till sur des légumineuses permanentes, où on conserve nos bandes, on a des roulements, des bandes de roulement qui sont déjà tracées. Enfin, il y a tout plein d'innovations, de mélanges de techno et de process biologiques qui peuvent. Normalement, moi, je préfère mettre les pieds et les mains dans la terre et je suis pas trop techno. Mais il y a quand même des choses qui se passent chez les paysans qui sont à regarder, à multiplier, à reproduire. Et ce sera en fait, l'agriculture de demain, où ça ne sera pas. En fait, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que soit on arrive à faire une agriculture qui rend des services environnementaux, qui remet en place les cycles de l'eau, qui remet en place la biodiversité, soit l'histoire des 4 gosses et compagnie, mais tant pis pour eux, quoi. On va essayer de ne pas en arriver là. Merci, merci beaucoup Félix. Donc, on voit bien, finalement... L'évolution des modèles tend vers 2 choses qui peuvent paraître contradictoires. D'un côté, plus de valeur, et j'allais dire de valeur avec un S, c'est-à-dire des productions, plus de résilience, plus de valeur aussi pour la société, des services annexes qui sont produits, et en même temps, en face, plus de complexité et du coup des exploitations qui se projettent dans, évidemment, la monoculture non. Vous parlez de 3 productions, sans doute même des productions en système, c'est-à-dire des productions imbriquées et pas seulement en rotation ou combinées. Si je me tourne... 3 productions, c'est pas méthanisation, photovoltaïque et éolienne. Non, juste, D'accord. Je l'avais pris en production agricole. Au-delà, et c'est vrai, et vous l'avez introduit tout à l'heure, le fait de voir arriver aussi des thématiques de production autres qui ne sont pas de la matière agricole, comme de l'énergie, comme tous ces éléments-là.
Alors, peut-être une question pour vous, Raoul. Quand vous projetez à la fois dans la suite et la pérennité de votre exploitation et aussi la transmission, je sais, on en a parlé, c'est aussi un des sujets. Pour vous, les 2-3 défis ou sujets principaux qu'il faut savoir craquer ensemble dans les prochains mois, prochaines années, pour que vous puissiez dire, OK, on va générer de la résilience, on va générer de la rentabilité, on va générer des perspectives positives sur cette exploitation qu'encore une fois, on le voit par votre histoire, vous n'avez cessé d'améliorer et de réfléchir au gré des années. Alors ça va vous paraître paradoxal, je suis persuadé qu'on va réussir. C'est-à-dire que je ne suis pas inquiet sur l'avenir, moi. Pourquoi ? Parce que finalement, là on vit une crise, on a connu d'autres. Dans les pionniers de la bio, il y a eu des années où ils n'ont pas vendu du tout ce qu'ils avaient produit, pour certains. Et ils ont réussi, malgré tout, à tenir. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que on voit bien, nous sommes de plus en plus informés. Nous savons que nous devons sortir de ce modèle. Et tout à l'heure, lorsqu'on parle de la notion du marché, c'est aussi que il faut absolument aider les systèmes vertueux parce qu'il faut arrêter de croire que le marché, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga, finalement, de la construction des systèmes. C'est-à-dire qu'on vient de le voir avec l'agriculture biologique, le consommateur, pour X raisons, n'a pas voulu continuer à accompagner de la même manière, finalement, ce modèle en payant plus cher. Et du coup, le marché, lui, a sa propre logique, qui est tout à fait autre. Et là, c'est là où, monsieur le ministre est encore là, je lui dirais, oui, mais les paiements pour services environnementaux, jusqu'à preuve du contraire, monsieur le ministère de l'Agriculture, vous n'avez pas fait preuve de beaucoup de volontarisme, pour le moins qu'on puisse dire, pour ne pas dire autre chose. Donc voilà, il faut accompagner ces systèmes vertueux et la société devra le faire. Parce que les agriculteurs ne peuvent pas seuls assumer cet élément-là. Je voudrais juste revenir sur ce que vient de dire Félix. Il y a 2 points. Pour moi, les pesticides, dans mon histoire, il fallait que je m'en débarrasse. Mais finalement, ce n'est pas un but. Ce n'est qu'un moyen. C'est-à-dire dans la mesure où on se positionne sur l'écosystème, on essaie de regarder tout ce qui vient impacter cet écosystème. De même que le labour est une problématique. Et on essaie à chaque fois de trouver des solutions alternatives. Et c'est là où on a besoin de recherche participative, co-construction entre les paysans. Puis d'ailleurs, j'ai dit agriculteurs, mais moi maintenant, je me revendique comme paysan parce que réellement, nous créons du paysage. J'ai fini de voir autour de ma ferme. Là Paysan bio. Bien sûr. Mais c'est naturel, ça. Là où je suis situé, vous ne cherchez pas, quoi. Vous dites, il y a une ferme bio, je sais où elle est. Ça se voit. Donc, pour revenir à cet élément, la recherche participative est essentielle. On en est encore, désolé l'INRAE, mais vous allez devoir vous bouger quand même encore un peu plus fort. On en est encore... Aujourd'hui, on fait des légumes. On doit avoir 13 ou 14 productions parce qu'il faut vraiment aller très loin. Parce qu'on s'aperçoit que même dans les mêmes familles, il y a des réponses différentes. Et donc, qu'est-ce que je peux mettre comme plan de campagne avec ma production de légumes qui ne va pas venir trop poser de problème, ou après qui, lorsque je vais... Et tout à l'heure, on va voir Monsieur Super U, je vais lui dire un peu ce que je pense, mais je vais essayer d'être gentil. Quand même, pour lui dire, Monsieur U, vous êtes gentil, là. Dans votre linéaire, avec les carottes que vous voulez toutes droites, je fais comment, moi ? Pour me passer de machine, pour réussir à rendre cette carotte toute droite. Je sais bien, vous, ça vous arrange. Ça fait un linéaire qui est tout beau. Ça se déplace facilement, parce que je sais maintenant pourquoi on dit ça, c'est un produit de qualité. Mon œil, c'est que c'est pratique pour les transferts. Évidemment, pour la ménagère, c'est plus agréable, mais c'est aussi que visuellement, c'est aussi plus joli. Donc, monsieur, vous êtes gentil, mais essayez d'accepter aussi des démarches différentes. On a pendant un moment mis en avant les légumes moches. Je ne suis pas sûr que ce soit une belle idée, parce qu'un légume moche, par essence, il ne va pas plaire. Et donc, il faut absolument que, d'un bout à l'autre, on s'interroge sur les prises de décision que chacun prend dans cette chaîne de valeur et l'emplacement où il doit se situer. Aujourd'hui, on se sert on s'appuie sur les entreprises telles qu'elles sont. Je comprends bien que pour une entreprise qui s'est spécialisée de très grande taille, recréer des petits modèles sur le territoire, c'est compliqué. Mais pourtant, c'est ce dont nous avons besoin, absolument. Et donc, nous trouverons les solutions. Alors, optimisme, malgré ce que vous mettez là très bien en lumière, c'est-à-dire que
vous êtes dépendant, en tout cas une main tendue franche vers la recherche pour intensifier le mouvement, une main tendue vers l'aval aussi pour jouer le jeu, j'allais dire, ou en tout cas aider dans le mouvement que vous appelez, et on en parlera tout à l'heure, mais aussi dans la pédagogie vers le consommateur final, parce que eux-mêmes, j'allais dire, sont tendus vers cet objectif-là. Donc quelque chose de très complexe, malgré tout, qui appelle à la solidarité, à un mouvement commun. Si je me retourne vers vous, Audrey, et on va mettre la phrase numéro 7, et je pense qu'elle va faire écho à une de vos préoccupations, de votre expérience, qui dit « Le bio, aujourd'hui, attire les talents ». On l'a déjà entendu tout à l'heure avec l'exemple donné par Monsieur le Président sur les installations en Bretagne. 40% se font directement en bio. Et c'est vrai, comment vous expliquez, comment vous accompagnez ces installations ou ces arrivées de nouveaux acteurs à un moment où on a l'impression qu'au contraire, ça devrait décourager tout le monde? L'intégralité des porteurs de projets, alors peut-être c'est parce qu'on s'est positionné aussi sur la transition agroécologique avec Hectare, sont sur des projets soit en bio, soit en agriculture régénératrice, qui est un premier chemin de transition, puis après vers la bio dans un second temps. Donc effectivement, on a plutôt des jeunes qui sont dans cette perspective-là. Ce qui nous questionne, c'est encore une fois la capacité d'avoir ces modèles économiques gagnants. Et je crois que ça passera par une hybridation, c'est-à-dire à un moment donné, j'ai besoin quand je m'installe de sécuriser de la trésorerie et peut-être d'avoir une contractualisation, ce qui était le sens des états généraux de l'alimentation avec l'aval, et une diversification qui questionne ma capacité à investir pour aller chercher des filières plus courtes. Donc moi, je re-questionne vraiment la marge financière d'investissement où on ne s'est pas préparé collectivement à ce qui nous attend. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a tous dans la tête un peu un profil type de l'agriculteur et le regard des autres, vous l'avez dit, ce que c'est parcelle sale. Moi, j'ai découvert ce mot-là, le regard sociologique. On est quand même implanté. Nous, on a des filles ou filles d'agriculteurs qui veulent aller vers la transition et le plus gros poids qu'on lève, c'est le regard de l'autre. On travaille à ciel ouvert et on a le regard du voisin. On voit que dans des modèles d'affaires, je suis désolée, mais il y a un questionnement aussi sur les charges de mécanisation. Quand on va louer son matériel ou qu'on s'est construit sociologiquement dans un parc matériel important, le regard des autres, moi, je l'avais beaucoup sous-estimé. Et là, je crois qu'il y a un travail collectif, bio et pas que bio, d'attirer des talents, d'avoir des rôles modèles dans l'imaginaire de nos jeunes. Nous, on reçoit beaucoup de jeunes qui nous disent « Je serais bien allé même en tant que salarié travailler dans des fermes, mais je n'ai pas de rôle modèle en tête ». Et on a beaucoup opposé en fait les visages de nos agriculteurs. Ils sont très différents. Ici, on en a 3, même 4, je me mets dedans, très différents avec des parcours de vie qui sont là. Et donc, il faut qu'on projette cet imaginaire collectif. Moi, je suis assez optimiste pour répondre aussi à votre question parce qu'on a un moment de point de pivot qui est la neutralité carbone. Quoi qu'on en dise, on a énormément de groupes de l'aval qui ont pris des engagements, qui sont des groupes souvent cotés avec des enjeux financiers importants. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tous se retourner vers le scope 3, qui est le scope d'e-farming, parce qu'à un moment donné, vous êtes un distributeur, un industriel, vous allez devoir décarboner votre chaîne de valeur, et à un moment donné, dans nos champs, il va falloir qu'on nous accompagne pour le faire encore une fois. Donc moi, je vois qu'il y a une fenêtre d'opportunité à ne pas rater, et je vais prendre un exemple, parce qu'on l'a fait de manière assez fine chez Hectare, on a pris, en plus, elle vient d'être classée à l'UNESCO, la baguette de pain. La baguette de pain zéro carbone, si je décompose l'impact des émissions de toute une baguette de pain et sa profitabilité, 48% des émissions d'une baguette de pain, c'est dans nos cours de ferme et c'est 5% de la profitabilité. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on sait la décarboner. On met des couverts végétaux, on met de l'agroforesterie, on sait faire tout ça. Mais en termes de structure de coût, je ne sais pas le faire sans un accompagnement de la chaîne de valeur ou une rémunération, une fois de plus, de nos externalités positives. Donc, encore une fois, moi, je ne suis pas inquiète sur la technique parce qu'on a des paysans chercheurs, on aura des moyens d'accompagner. Je suis toujours un peu acharnée sur comment on construit ces modèles gagnants. Et le chiffre tout à l'heure que je voulais porter à votre connaissance, c'est un chiffre de l'ADEME. 70% des fermes en France vont produire des énergies vertes d'ici 2050. Donc, je crois que c'est aussi un moyen de robustesse économique. Vous vous êtes diversifié par un autre métier qui est la pension et chien et chat, et le regard qu'on porte aussi. Moi, j'ai quand même eu un contexte de mes pairs PAIR qui a dit « Mais attends, avec Hectare, est-ce que tu détournes pas un peu les agriculteurs de leur vocation nourricière ?» Mais non, ce sont des entrepreneurs. L'agriculteur, c'est un entrepreneur comme un autre. S'il peut aller chercher de la robustesse par des énergies, par une diversification d'activités pour sécuriser sa transition, on n'a pas à dire que ce n'est plus un agriculteur, en fait. Donc vraiment, projetons collectivement des rôles modèles, des histoires positives. Je ne nie pas que c'est un métier exigeant du quotidien parce qu'on compose avec le vivant, mais je pense qu'on a besoin d'un imaginaire aussi positif. Et comme que ce soit sur l'agriculteur, où j'en parlais juste avant, sur l'assiette bas carbone. Elle ne sera pas moins bonne, ni moins jolie, ni moins goûteuse. Et c'est vrai que dans ces moments de transition, il faut collectivement, on projette ces rôles modèles.
Alors, Sandrine, on a 3 postures différentes, mais toutes optimistes. Est-ce que vous partagez cet optimisme et qu'est-ce que vous identifiez comme étant là aussi les prochains défis, vus encore une fois des champs, pour que cet optimisme soit contagieux, en tout cas? Je crois que je suis contaminée. Ça y est. Oui, moi je regarde les choses positivement, déjà parce que je crois à ce que je fais. Et je pense qu'on a vraiment un rôle. Alors je le touche du doigt de près, je vais en circuit court, circuit diversifié. Et quand je vois le travail qu'il y a à faire au niveau du territoire, alors le territoire où je suis, mais j'observe ça aussi ailleurs en France, travailler déjà la vente collectivement, on s'est réunis, on a construit des magasins pour vendre ensemble, mais ça a aussi remis du lien humain, et ça c'est très important. Donc ça donne de la vie à la ruralité. Il y a ce point, il y a le travail qui est fait auprès de toutes les structures qui achètent auprès des fournisseurs locaux, parce que le bio, c'est aussi le local, et il y en a qui jouent le jeu, vraiment. Et là, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de pédagogie, et il y a un dialogue à construire, à faire vivre, des relations à avoir avec tous les partenaires locaux, les structures collectives, les conseils départementaux, pour déjà faire connaître les produits locaux et surtout bio. Ça redonne du sens à ce qui est mangé, ce qui est mis dans les assiettes, pour les habitants et les enfants des territoires. Donc moi, je suis positive et je pense vraiment que pour développer le bio, il faut continuer à mettre du lien, continuer le circuit court, mais aussi, comme Audrey l'a dit, la construction d'outils de transformation pour faire vivre les filières locales, c'est très important. Et là-dessus, l'agence bio, à travers le fonds Avenir Bio, accompagne. Et ça, c'est vraiment, on peut dire merci au ministre de doter l'enveloppe un petit peu plus que prévu, parce que le développement de la bio ne passera pas que par les circuits courts, mais il passera aussi par les circuits plus ou moins longs, avec un partenariat main dans la main avec Laval, l'amont-Laval. Parce que derrière la réalité du bio, il y a des fermes, on va dire diversifiées, mais aussi diverses, c'est-à-dire avec des organisations et des compétences, soit pour vendre local, soit pour vendre en long, soit pour être en système mixte. Et du coup, l'agriculture bio, c'est aussi cette diversité-là. Encore quelques questions, peut-être pour vous, Félix. Voilà, la question 12. Bioagroécologie, c'est une prise de risque majeure pour les paysans. Et en fait, tous les agriculteurs font de l'agroécologie. La bio est difficile et est un risque. C'est-à-dire mettre en avant ce déséquilibre majeur de cette décision. Donc sur ce point-là, tu vois, Audrey, je suis d'accord et pas d'accord avec toi dans ce que tu dis. C'est qu'il y a à la fois des trucs sur lesquels le premier frein, en fait, et le premier risque, il est cognitif. C'est ce que tu soulevais, c'est la pression sociale, c'est une catastrophe. Voilà, ce truc-là, à quel point, même moi je suis hors cadre, de la part de gens qui sont agriculteurs de père en fils, voilà, c'est très très compliqué. Ils ne comprennent pas quand moi je parle de marge et qu'eux ils parlent de rendement, ben, en fait on ne peut pas se parler, c'est juste pas possible, quoi. Enfin, voilà. Et donc ça c'est compliqué. Le risque, en fait, quand on commence à faire de l'agroécologie vraiment, le premier risque, c'est d'apprendre. Enfin, d'abord de désapprendre. Après, on réapprend. Voilà. Après, on se plante, on réapprend, on se replante, on réapprend. Mais en fait, on monte en compétences agronomiques. Aujourd'hui, ça, c'est une catastrophe, l'accompagnement agronomique de ce pays sur ces techniques. C'est comment, vous allez voir votre technicien local, voilà, trouver les personnes ressources dans les départements, juste pour citer aucun organisme particulier, trouver les personnes ressources dans les départements qui sont capables d'accompagner des agriculteurs sur des trajectoires agronomiques comme ça. Donc les agriculteurs sont obligés de se former eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc c'est trouver l'info, déjà savoir qu'elle existe, avoir envie, trouver l'info. Enfin, les freins, ils sont là en fait, le risque, il est là. Une fois que tu commences à faire un système, juste pour passer sur un système qui tourne, où les rotations sont maîtrisées, où
où les compétitions sont maîtrisées à l'intérieur des parcelles, où on commence à travailler avec suffisamment de plans de campagne, mais surtout à diminuer de manière phénoménale les charges, parce qu'en fait, la conséquence de l'agroécologie, elle est là, c'est plus facile, en fait. Et du coup, on se demande, mais en fait, comment ils font les autres en conventionnel? Juste pour moi, pour citer mon exemple précis, moi je suis sur un système ultra opportuniste. Alors effectivement, la base du système, c'est un élevage bovin, mais en fait, avec des charges extrêmement réduites à l'implantation des cultures. Et quel est mon risque? Ok, Y grêle, il grêle. Voilà. Qu'est-ce que j'ai perdu au final? Pas grand-chose, parce que j'ai plein de cultures diversifiées. Voilà, et du coup, c'est effectivement, j'en sais rien, j'aurais 1 hectare ou 10 hectares de haricots, j'en sais rien combien ça rapporte du haricot, mais une production à très forte valeur ajoutée, très intensive, où du coup on a une obligation de résultat très importante. Là, effectivement, avec des niveaux de charge importants, effectivement, là, la gestion de risque, elle est beaucoup plus compliquée. Quand on est sur ces stratégies de résilience, ça dépend à quel niveau de cette agriculture régénérative on va se situer. Et donc, oui, elle est un risque pour la phase de transition, mais pas pour l'aboutissement. Et c'est cette phase de transition où il faut arriver à lever et accompagner financièrement, dans ce laps de temps-là, les agriculteurs. Mais les niveaux financiers qui sont nécessaires à ça, effectivement, l'externalité carbone ne suffit pas. En gros, pour donner une idée, une ferme qui va très fort en conservation et en régénération des systèmes, elle peut stocker 5 tonnes. Une ferme très bonne, elle va stocker 1,5 tonne d'équivalent CO2. En gros, on est sur un 80 € tonne juste sur le prix du marché, mais après, il y a tous les coûts de certif qui vont avec. En gros, vous allez difficilement avoir des schémas qui amènent plus de 100 € de valeur ajoutée à l'hectare par an. C'est quasiment impossible. Donc déjà, c'est beaucoup, mais c'est quand même pas assez. Derrière, il faudrait avoir des valorisations sur la biodiversité, il faudrait avoir des valorisations sur l'eau, c'est en train de se construire. Mais tant qu'on n'arrivera pas à des vraies sources de financement qui amèneront après, on peut imaginer. Imaginons cette histoire de carbone vraiment explose et les entreprises décident d'atteindre leurs objectifs qu'elles ont à neutralité carbone en 2030. Du coup, on se retrouve en 2030 un marché carbone qui est tiré vers le haut de manière très importante, une tonne carbone qui arrive à 200 € la tonne, parce que c'est à peu près les prévisions qui sont imaginées. Imagine un agriculteur qui est sur un schéma de prairie en pâturage tournant et qui arrive à stocker 5-6 tonnes. Il sort 1 200 € à l'hectare dans 5 ou dans 8 ans. Juste par ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se réinventer, il y a des choses qui vont changer. Et comment est-ce qu'on renouvelle les générations dans un schéma où ils vont gagner 300 balles par mois en bossant 80 heures par semaine? C'est mort. C'est mort. Voilà. Donc du coup, on attend que le système se crache. Les prix alimentaires vont vraiment monter. Et là, les gens pourront enfin commencer à se réinstaller sur des schémas agricoles. Mais sinon, si vous avez des scénarios B, moi, c'est avec grand plaisir, quoi. Mais aujourd'hui, aller accompagner des porteurs de projets pour qu'ils reprennent des fermes sur des schémas où les marges sont aussi faibles que ce qu'elles sont actuellement, compte tenu de l'explosion des charges de mécanisation et tout ça, voilà, c'est compliqué. C'est pas impossible, c'est faisable en fait. Et il y en a plein qui arrivent. Et moi, j'en suis un des exemples. Mais faut en vouloir. Et il y a un gros paquet de fois où tu te demandes ce que tu fous là, quoi. Mais après, je suis très fier d'être devant vous. Je suis très fier d'avoir eu le parcours que j'ai eu. Mais c'est pas simple. Donc, ce que je retiens, c'est qu'on a quand même d'abord un optimisme partagé parce que le modèle cible, il a démontré d'ores et déjà toute sa valeur directe, indirecte, systémique, que ce soit pour l'écosystème biologique, l'écosystème de la ferme, le territoire, la santé, la nutrition, tous ces éléments-là. Une vraie question, un vrai défi devant tout le monde, la transition, finalement, et le changement d'échelle, on en parlait ce matin, avec un accès déjà à la connaissance, à la sensibilisation très importante pour pouvoir envisager, comprendre et dessiner sa transition quand on est exploitant, agriculteur, paysan, et aussi la question des modèles financiers de la transition pour que, là aussi, on ne prenne pas trop de risques pendant cette transition et qu'on soit accompagné et financé. Merci beaucoup à tous les quatre. Je propose qu'on les... Oui, Raoul, bien sûr. Une petite seconde quand même, il ne faut pas oublier, il y a la transition et après. Il faut quand même que le prix des produits agricoles soit rémunéré à leur juste valeur et l'équitabilité des prix est essentielle. Et si l'État a besoin de
d'éléments pour l'aider à construire. On a plein de propositions à la FNAB, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, sur y compris doter le consommateur. Par exemple, on peut lui enlever la TVA, on peut lui donner une carte comme une carte bancaire, où à chaque fois qu'il fait un achat vertueux, finalement, il est récompensé par cet achat. Donc il y a plein de moyens. Et juste pour finir, la question du risque. Mon fils, lui, n'a pas la même vision que moi, n'est-ce pas? C'est logique. Et de l'autre, l'autonomie, ça a un prix. C'est-à-dire qu'en même temps, passer à ce modèle vous permet de sortir d'un modèle soi-disant sécurisé qui vous accompagne, la banque, l'assurance et d'autres. Et donc l'autonomie, ça a un prix, mais une fois que vous l'avez, quelle fierté et quel plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre.